Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième webinaire de ce jour pour le projet RunWash. OK, donc je suis Yarsou, je suis la conseillère principale en changement de comportement et utilisation de services du projet RunWash financé par l'USAID. Au cours de cette semaine, le projet RunWash organise une série de webinaires pour partager et permettre la capitalisation des différentes approches et outils utilisés par le projet durant les 6 dernières années pendant la mise en œuvre du projet dans les 7 régions de Madagascar. Pour cette fin d'après-midi, je ne vais pas dire ce soir, nous allons parler de stratégie de changement de comportement en EH ou assainissement et hygiène holistique, des interventions à multiniveau et multi-acteurs pour des pratiques d'hygiène durables. Je vais faire un petit rappel du projet RunWash. Donc, le projet RunWash a comme but d'augmenter l'accès équitable et durable aux services WASH afin de maximiser l'impact sur la santé et la nutrition humaine et préserver l'environnement dans 250 communes rurales de 7 régions, en fait, Fatfaf et Fitfnan, Atsnanan, Amurumani, Watmatsiach, Faknakaraja et Alocha Mangour. Le projet dure 5 ans, de juin 2017 à juin 2022, avec une période d'extension de 1 an. Donc, la fin du projet sera le juin 2023. Le projet est financé par l'USAID et est mis en œuvre par un consortium dirigé par CARE avec CRS, Watered, Bushproof et Sandanjan. Pour cette présentation, qui va durer à peu près 45 minutes ou plus, nous allons voir 3 parties. Pourquoi la stratégie de changement de comportement, comment nous avons mis en œuvre et quelles approches et outils avons-nous utilisés. Nous allons immédiatement passer à la première partie de cette présentation. Pourquoi la stratégie de changement de comportement? Donc, l'idée derrière la stratégie, c'était d'aller au-delà de simples messages d'éducation, de partage de connaissances. Nous savons que quand on parle de changement de comportement, on pense souvent à la communication et on pense souvent à une communication unilatérale où la personne qui sait, qui a les connaissances, transmet les messages aux personnes qui ne savent pas. Mais quand on veut vraiment changer les comportements des gens, quand on veut vraiment influencer les pratiques, il faut donc aller au-delà de ces simples messages d'éducation. Et c'est pour cela que nous avons pensé à accompagner les ménages et les communautés à surpasser les barrières en se basant sur les déterminants de comportement. On va voir tout à l'heure de quoi il s'agit quand on parle de déterminants de comportement. On a aussi beaucoup pensé à utiliser les facteurs de motivation positifs tels que l'estime de soi, la fierté, le sentiment d'auto-efficacité, le besoin d'appartenance sociale ou le besoin de statut social. Cela revient toujours au concept de déterminant de comportement que l'on va voir tout à l'heure. Et enfin, l'idée, c'était aussi de surpasser les problèmes liés à la fidélité de mise en œuvre. Souvent, on a des activités et on pense mettre en œuvre ces activités-là, mais tous ceux d'entre nous qui ont des expériences en matière de changement de comportement savent les défis liés à la fidélité de la mise en œuvre. Donc, l'idée initiale, c'était aussi de surpasser ces problèmes-là. Donc, on parle de changement de comportement, mais quels sont donc les comportements que l'on voudrait changer? Nous avons spécifiquement pensé à adresser 6 comportements que vous pouvez voir dans le slide. L'utilisation de latrines améliorées, non partagées, le lavage des mains avec du savon au moment clé, l'utilisation de l'eau potable, le respect de l'hygiène alimentaire, le respect de l'hygiène menstruelle et enfin la prise de responsabilité partagée entre hommes et femmes. Nous avons
nous voulions surtout assurer la rupture de la voie orofécale. Donc, la concentration était sur ces 4 principaux comportements que vous pouvez voir au-dessus dans le slide. Et nous avons également considéré l'hygiène menstruelle qui constitue encore un grand défi à Madagascar et qui figure dans la stratégie nationale en matière d'hygiène. Enfin, nous avons inclus le genre qui est ici comme la prise de responsabilité partagée entre hommes et femmes, car l'analyse genre réalisée au début du projet nous a permis aussi d'apprendre que les relations de genre au sein des ménages et des communautés impactent encore négativement certaines catégories de la population dans l'accès et l'utilisation de services et de produits moches. Pour développer notre stratégie, nous avons réalisé une recherche formative. Nous pouvons voir dans le slide le processus de design que nous avons utilisé. Nous avons réalisé une recherche formative et une revue documentaire sur les comportements que nous souhaitions adresser. Puis nous avons identifié et catégorisé les déterminants comportementaux en utilisant le cadre du Behavior Centered Design, BCD, et comme BI, nous avons par la suite organisé des ateliers de réflexion en interne et externe pour discuter des approches potentielles et activités à réaliser. Nous avons beaucoup appris et capitalisé sur les différentes approches déjà utilisées à Madagascar avant le projet RANWASH. Nous avons ainsi développé une stratégie de changement de comportement holistique, considérant les différents déterminants à la fois au niveau ménage et au niveau communautaire. Donc, quand on parle de déterminants, nous avons considéré 3 catégories. Au niveau individuel, on peut voir la connaissance, la compétence. La connaissance, est-ce qu'on a des connaissances par rapport au comportement? La compétence, est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour pratiquer le comportement? Par exemple, quand je me lave les mains avec du savon, est-ce que je sais comment faire pour me laver les mains avec du savon? La fierté, l'estime de soi, ce sont tous des déterminants rattachés à l'individu. Le sentiment d'auto-efficacité, le soin apporté aux enfants, ça, ce sont des choses, je suis fière de bien m'occuper de mes bébés. Le confort également, est-ce que je suis bien confortable quand j'utilise cette toilette? Est-ce que cela me donne mal aux genoux? Ça, ce sont les inconforts. Est-ce que ça sent trop mauvais? Donc ça, ce sont des déterminants relatifs à l'individu, parce que souvent, on sait que les toilettes qui sentent mauvais et qui sont très inconfortables ne constituent pas, n'encouragent pas la pratique de l'utilisation régulière de toilettes. Il y a également les déterminants en rapport au social, comme l'appartenance sociale, la reconnaissance, le statut, comme le ménage modèle, je suis bien reconnue parce que je suis quelqu'un qui est propre, qui est considéré comme moderne. Donc ça, c'est vraiment très important. Et enfin, la scène et les infrastructures, l'accessibilité, est-ce que j'ai accès à l'infrastructure, est-ce que j'ai accès à l'eau si j'ai envie de me laver les mains avec du savon? Est-ce que j'ai accès au savon? Est-ce que j'ai accès aux toilettes qui répondent à mes besoins de confort? Est-ce que la scène ou l'environnement qui me permet de pratiquer le comportement minimise l'oubli? Ou est-ce que, comme c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sous les yeux, donc cela ne permet pas de me rappeler de pratiquer le comportement. Donc, ces déterminants sont vraiment très importants. Donc, quand nous avons analysé ces différents déterminants-là, nous avons identifié par rapport au comportement présenté tout à l'heure, quels sont les déterminants qui impactent vraiment la pratique. Et donc, par rapport à cela, on a essayé donc d'adresser ces différents déterminants de comportement-là. Comment avons-nous mis en œuvre? Pour la mise en œuvre,
Nous avons mis des stratégies stratifiées et multiniveaux qui s'attaquent à plusieurs éléments du système. Quand on parle de système, on parle des différents déterminants qu'on a identifiés tout à l'heure. Nous avons concentré nos efforts sur le renforcement de la gouvernance au niveau local, régional et national, et sur la promotion d'un environnement favorable à un changement de comportement durable. En début d'après-midi, nous avons, si vous avez participé au webinaire de 13 heures, mon collègue Rodolphe avait partagé sur l'approche système. Et donc, c'est vraiment très important pour le projet RANWASH, quand nous avons mis en œuvre le projet, d'avoir intégré les différentes composantes du projet. Et quand on parle de changement de comportement, on ne parle pas de changement de comportement d'une manière séparée, mais vraiment en intégration avec les centres composantes. Et donc là, c'est pour ça qu'on a beaucoup donc utilisé les résultats du renforcement du système WASH, du renforcement de la gouvernance et du leadership du gouvernement pour la mise en œuvre du changement de comportement. Il s'agit de la planification stratégique, les dispositions institutionnelles, la coordination et les finances. Ce sont des éléments clés donc, pour la mise en œuvre de cette stratégie. Le financement comprend le soutien à la mobilisation des ressources locales, le plus notable étant la promotion de la fiscalité locale. Donc, on parle de changement de comportement, mais on ne peut pas appréhender le changement de comportement sans un changement au niveau du système. Donc, c'est vraiment très important. En outre, le projet a permis aussi de renforcer les capacités du gouvernement local et des acteurs de la communauté locale. Le projet a également mis en œuvre l'approche CLTS ou ATPC, assainissement total piloté par la communauté au niveau institutionnel et communautaire pour permettre aux ménages et aux communautés d'accéder aux produits et services d'hygiène et assainissement. Nous avons également soutenu des petits opérateurs privés locaux tels que les maçons et les couturières afin qu'ils fournissent des services et des produits adaptés aux besoins de la communauté. Le webinaire précédent a fait parler de partenariat public-privé et a fait parler de l'engagement du secteur privé. Et donc, encore l'importance de l'intégration du changement de comportement avec ces différentes autres composantes du projet. On ne peut pas parler de changement de comportement sans accès aux services WASH. Donc, cette intégration est vraiment très importante. Cela comprend la formation technique, la fourniture de matériel et l'aide à la mise en œuvre de stratégies de marketing simples. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les groupes VSLA, vous pouvez voir ici, qui constituent à la fois un capital social et financier, facilitant le changement de comportement et l'accès aux services grâce à l'amélioration des conditions de vie. Nous avons atteint les ménages directement grâce à l'approche Co-op Sticker. On va voir un peu en détail c'est quoi tout à l'heure. Et nous avons également travaillé avec les écoles et les centres de santé pour qu'ils deviennent des institutions respectueuses de l'eau, de l'accès à l'eau, assainissement et l'hygiène. Nous avons également organisé des concours à la fois intercommunales comme la commune propre, mais nous avons également organisé des concours VSLA. J'avais omis de mentionner tout à l'heure quand nous avons effectué la recherche formative que nous l'avons réalisée avec le soutien du London School, qui est une institution londonienne spécialisée en hygiène. Et donc, c'est le London School qui nous a appuyé dans l'élaboration et le développement de la stratégie de changement de comportement. Le graphe que vous pouvez voir résume la stratégie. En un simple coup d'œil, nous pouvons voir qu'on a vraiment considéré toute la commune. On a considéré commune forte. Donc, l'intervention, c'est au niveau de la commune pour que la commune atteigne le statut ODF, qui est vraiment très important pour nous. Et
ce statut ODF est le point de départ de l'intensification d'autres comportements d'hygiène tels que le lavage des mains, l'hygiène alimentaire, l'utilisation d'eau potable ou encore l'hygiène menstruelle. Donc, on a les séquences comme le déclenchement institutionnel au niveau commun et au niveau des institutions, le renforcement de capacité des différentes institutions et des différents acteurs, qu'il s'agisse d'organisations publiques, privées ou de la société civile. Puis, on a également mis en œuvre les déclenchements au niveau communautaire, au niveau des villages. On a donc réalisé des déclenchements au niveau de différents villages. Puis, nous avons apporté nos soutiens après ces différents déclenchements. Nous avons apporté notre soutien aux opérateurs privés. Là, nous pouvons voir ici l'opérateur privé qui fournit des services d'eau potable. Nous avons apporté nos soutiens aux couturières qui vendent les serviettes hygiéniques ou encore aux maçons locaux qui vendent les produits d'assainissement au niveau communautaire. Nous avons mis en place des groupes VSLA. Et les membres, quand ils deviennent membres des groupes VSLA, ils ont les moyens pour pouvoir s'offrir les produits offerts par les opérateurs privés locaux. Nous avons mis en œuvre l'approche Grow Up Sticker pour accompagner les ménages ayant des enfants de moins de 5 ans pour la promotion des pratiques d'hygiène. Et nous avons travaillé avec les institutions comme les écoles et les centres de santé pour qu'ils deviennent amis de WASH et que les services WASH soient pérennes à leur niveau. Bien évidemment, quand on parle de communes ODF fortes, on a travaillé avec les différents acteurs, que ce soit les organisations de la société civile ou encore les structures locales de concertation pour le maintien de statut ODF ou encore pour l'encouragement des pratiques d'hygiène. Et enfin, on a beaucoup collaboré avec des promoteurs locaux qui accompagnent le changement, que ce soit au niveau de la communauté, mais surtout au niveau des ménages. Donc, vraiment, dans ce slide, nous pouvons voir les différents aspects qui composent la stratégie et à quel point nous avons vu d'une manière globale et holistique. On n'a pas seulement travaillé au niveau des institutions ou seulement au niveau communautaire ou seulement au niveau des ménages, mais on a essayé de voir tous les déterminants. Donc, on a parlé de 3 catégories de déterminants au niveau individuel, social, ou encore au niveau des infrastructures. Au niveau individuel, on a donc utilisé le Grow Up Sticker, qui est une approche au niveau des ménages. Vous pouvez voir sur la photo, il y a donc le promoteur local qui donne au ménage, ce ménage-là, le Grow Up Sticker, c'est un autocollant en forme de fleur et le ménage doit donc remplir les 5 pétales qui sont relatifs aux 5 comportements promus et à la base, le 6e comportement, le genre, après que le promoteur local accompagne également le ménage dans la pratique ou on va dire la responsabilité commune de l'homme et de la femme, des filles et des garçons dans les responsabilités par rapport au WASH. Pour adresser toujours les déterminants individuels, on a utilisé les associations villageoises d'épargne de crédit. On a également eu une approche intitulée « Engagement des hommes », femmes leaders et entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Je vous encourage vivement à participer au webinaire de demain, qui sera relatif à la thématique genre et inclusion sociale, où on va parler un peu plus en détail de ces 3 approches-là, engagement des hommes, femmes leaders et entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Mais pour vous dire que ces approches-là contribuent donc à adresser les déterminants au niveau individuel.
Pour les déterminants sociaux, le crop sticker est toujours utilisé, mais on a beaucoup utilisé la TPC aussi, assainissement total piloté par la communauté. On a vraiment mis en œuvre une approche vraiment commune ODF qui implique jusqu'aux régions et districts, toujours les associations villageoises d'épargne de crédit, les approches au niveau des institutions et l'analyse sociale et action. Et enfin, pour adresser les déterminants relatifs à l'accès et aux infrastructures, on a toujours utilisé le co-op sticker, les concours avec les VSLA, mais également l'éducation financière. On a la TPC, la commune ODF, mais et aussi le marketing de l'assainissement et l'approche basée sur le marché. Quels outils nous avons utilisés? Donc, pour que vous compreniez un peu plus ces différents outils-là, je suis juste en train de lister les différentes approches, mais pour mieux savoir ce qu'il y a à comprendre et pour pouvoir utiliser ces différentes approches-là, je vous encourage à visiter notre site web et voilà, vous pouvez voir le site web. Voilà. Donc, c'est le www.ranwash.org. Et vous pouvez voir que là, si vous prenez le projet et vous descendez jusqu'à changement de comportement et utilisation de services, vous cliquez là. Et voilà, toutes les approches, tous les outils dont je parlais tout à l'heure, on va voir la liste ici. Et vous pouvez voir et lire et comprendre et télécharger les documents. Par exemple, nous allons voir le document de stratégie de changement de comportement. Et c'est là. On s'excuse encore, c'est encore en anglais, mais on va traduire rapidement en français. Et donc, pour mieux comprendre et savoir c'était quoi la stratégie, vous pouvez télécharger, vous appuyez ici et vous pouvez télécharger le document. J'ai parlé aussi tout à l'heure des différentes recherches avec LSHTM et il suffit donc de cliquer sur cela et nous avons la liste de ces recherches-là que vous pouvez télécharger à votre guise. Par exemple, là, nous avons un document intitulé « Behavior Change, les attitudes, perceptions, activités des partenaires en matière de changement de comportement à Madagascar ». Donc, il y a là beaucoup de documents. Par exemple, ici, on a fait une analyse des barrières sur le lavage des mains avec du savon à Madagascar. Donc, vous avez le document là. C'est des résultats qui sont très intéressants et qui peuvent être consultés dans le site web. On va voir les différents outils. J'ai mentionné tout à l'heure les différentes approches et on va voir dans le site web quelles sont ces différentes approches-là. Donc, vous pouvez voir ici que approche co-op sticker pour la promotion de l'hygiène au niveau des ménages. Donc, voilà. Les stratégies, donc il y a la stratégie ATPC, assainissement, il y a la stratégie avec les VSLA, Association villageoise d'épargne de crédit. Vous pouvez consulter le site web et toutes ces approches, toutes ces stratégies sont déjà disponibles, peuvent être téléchargées dans le site web. Là, j'ai déjà un peu ouvert dans le site, vous présenter quand j'ai ouvert le site web. Pour l'approche co-op sticker, il y a eu plusieurs outils qui ont été mis en œuvre. Il y a un guide de mise en œuvre, il y a des certificats, il y a des fiches qu'on appelle des fiches pour le promoteur
locaux et qui peuvent être autocopiants et qui peuvent être utilisés. Je vais offrir un peu le site web pour vous faciliter. Donc, voilà, par exemple, pour le fiche, voilà, c'est en malgache. Cela peut être utilisé tout de suite et cela permet donc aux promoteurs locaux d'accompagner les ménages et les groupes de ménages pour faire les accompagnements. Là, nous avons le crop sticker que vous pouvez également télécharger. Là, c'est le crop sticker qui est encore vide. Et donc, au fur et à mesure que le ménage pratique les comportements, le ménage obtient les pétales. Ça, ce sont des autocollants qui peuvent être posés séparément au niveau de cette matrice-là. Donc là, le promoteur local, quand il ou elle voit que le ménage pratique le lavage des mains avec du savon, le ménage est récompensé avec le pétale orange. Et pour accompagner le ménage, on a un guide que vous pouvez voir ici et qui est toujours dans le site web que vous pouvez télécharger, qui est un guide de facilitation qui peut être utilisé par le ménage. Et là, vous pouvez voir en malgache comment est-ce qu'on utilise ce guide de facilitation-là. Il y a les instructions et cela s'utilise comme des cartes conseils ou dans une page qu'on peut montrer au ménage pendant l'accompagnement. Donc, la partie avec les images et de l'autre côté de la page, la partie pour le promoteur local avec des questions qui leur servent de guide, par exemple ici. Donc, on pose un peu la question, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation pour vous et le ménage? Donc là, on fait la défécation à l'air libre. Là, on a une toilette qui sent très mauvais et qui est partagée avec plusieurs ménages. Et donc là, on encourage, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir plus tard? Et donc, cela permet donc, désolé. Cela permet donc de faciliter les discussions, de faciliter les réflexions au niveau du ménage. Là, il y a des solutions potentielles qu'on peut présenter au ménage. Donc, voilà, quelle est la solution qui pourrait être facile pour vous? Et donc, c'est vraiment des guides pour faciliter la discussion avec les ménages. Et on a avec, il y a également un guide destiné aux promoteurs locaux. Et vous voyez que c'est déjà en malgache, c'est très facile à utiliser pour présenter comment mettre en œuvre l'approche et comment, quels sont les rôles du promoteur local et comment utiliser donc l'approche Co-op Sticker. Toutes ces ressources-là sont déjà, là je suis en live sur le site web, c'est déjà téléchargeable dans le site web. Il y a également des documents en anglais. Par exemple, là, il y a un guide pratique pour ceux qui préfèrent utiliser. Donc, ça, c'est vraiment un guide pratique, par exemple, pour les projets, si vous voulez utiliser l'approche Co-op Sticker. Donc, on va continuer avec l'approche en assainissement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a également plusieurs activités pour la promotion de l'assainissement. Il y a tout ce qui est relatif à l'ODF. On appelle le paquet ODF. Et on a également mis en œuvre une étude pilote sur l'assainissement basé sur le marché. Et je vais revenir un peu sur le site web pour vous partager donc qu'est-ce qui est disponible sur
l'assainissement. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a la stratégie assainissement du projet Ramouche. On est en train de finaliser le curriculum de formation en ATPC utilisé par le projet qu'on va mettre rapidement en ligne dès que c'est possible. On a également fait un apprentissage comme on a obtenu 85 communes ODF au cours du projet. Donc, on a fait un apprentissage sur l'obtention de ces communes ODF-là et on a développé ce petit guide en malgache et en anglais. Donc là, c'est quelles sont les leçons apprises que nous avons retenues pour avoir les communes ODF. Là aussi, c'est téléchargeable. Vous pouvez lire et comprendre. Il y a là, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une commune ODF et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, on a vraiment appris beaucoup de choses et on a appris avec les techniciens accompagnateurs, avec les maires, les ATEH, on a fait des séances d'apprentissage communes et on a développé ce document-là. Pour ceux qui ne parlent pas en malgache, on a le document en anglais également sur l'obtention de ces communes ODF-là. Par rapport au marché, au pilote de l'approche assainissement basée sur le marché, on a également plusieurs documents qui sont déjà là. Pour le moment, ils sont tous en anglais, mais on a également les outils qu'on a utilisés donc pour ce paquet-là. Donc, on a développé la marque Kabnemandam. On a fait ce pilote-là à Lukumbi, qui est dans la région Fitnan, et on a travaillé avec un réseau d'entrepreneurs locaux, entrepreneurs en assainissement locaux, et ils sont développés donc à travers une approche, une conception centrée sur l'humain, or l'Human Centered Design. Nous avons collaboré avec l'IDE pour faire ce pilote-là. Et on a donc développé plusieurs outils, on a testé ces outils-là et on a donc ces outils-là qui sont déjà disponibles sur le site web. Et enfin, on a tout un paquet d'outils qu'on a développé pour mettre en œuvre l'approche association villageoise d'épargne et de crédit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur les déterminants et parmi les déterminants identifiés, parmi les barrières pour la pratique de l'assainissement et de l'hygiène, il y a les barrières financières et l'association villageoise d'épargne de crédit permet aux ménages de dépasser ces barrières-là en améliorant donc leur niveau de vie. En améliorant leur niveau de vie grâce à l'accès à des crédits, des petits crédits et des épargnes. Et on a donc trois grandes composantes ici. On a des ressources pour assurer la mise en place et la qualité des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est très important. Il ne suffit pas de mettre en œuvre l'approche il faut d'abord assurer la qualité de ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc, on a tout un paquet de ressources pour assurer donc la qualité de ces associations villageoises d'épargne et de crédit. On a collaboré étroitement avec le réseau des promoteurs d'épargne et de crédit de Madagascar, le RPGEM, et on a beaucoup utilisé le modèle de Care International qui se spécialise beaucoup sur le VSLA ou les associations villageoises d'épargne de crédit. On a également développé des ressources par rapport à l'éducation financière parce que
c'est important pour les ménages de pouvoir bien gérer les ressources à leur niveau afin de pouvoir donc être mobilisés pour utiliser leurs ressources financières pour le WASH. Et enfin, on a utilisé les concours avec, et je vais ouvrir maintenant le site web pour vous permettre de voir ces différentes ressources-là. Qu'est-ce qui est disponible par rapport au VSLA ou avec. Donc là, on a toutes ces listes-là. On a d'abord la stratégie de VSLA de Ramwash que vous pouvez voir là. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est encore en anglais. Mais on a, par exemple, ce ressource-là qui a été utilisé sur le terrain et qui permet aux équipes de mise en œuvre d'assurer la qualité de la mise en place des VSLA. Donc, je réitère que c'est très important si nous voulons que l'approche VSLA soit pérenne sur le terrain. Il faut d'abord que nous assurions leur qualité avant de promouvoir le WASH ou promouvoir d'autres thématiques à leur niveau. Il faut que nous assurions d'abord leur qualité. Et on a élaboré donc ces petits guides. Et ça, c'est sur la base de la qualité. On a, par exemple, travaillé, et là, nous avons mis sur le site une ressource du RPGEN qui comporte donc les directives pour la qualité des programmes de groupe d'épargne. Donc, c'est vraiment très important. Il faut tenir en compte de ces ressources-là quand on met en œuvre le VSLA. Ensuite, on a utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ressources de CARE pour la mise en œuvre du VSLA. Et on a mis en œuvre les concours VSLA. On a ici là, c'est un TDR qui est en version anglaise, mais on a les stratégies de mise en œuvre de concours VSLA. Si cela vous intéresse, comment est-ce qu'on met en œuvre le concours VSLA? On a également des posters, par exemple ici. On a un poster qu'on a mis qui a permis de sensibiliser, de communiquer sur le concours VSLA. Il s'agissait en fait de mobiliser plusieurs groupes VSLA à concourir pour avoir, par exemple, tous les membres du groupe ont accès à l'eau potable, tous les membres du groupe ont accès à latrines améliorées, tous les membres du groupe ont accès à une cuisine idéale, et c'est les VSLA qui ont les membres qui sont le plus nombreux à remplir les critères qui gagnent donc le concours VSLA. Cela a vraiment été très, très intéressant pour améliorer l'accès des ménages et la pratique d'hygiène au sein des ménages. Donc, nous vous encourageons vivement à utiliser ces différents concours-là pour mobiliser les agents villageois et les récompenser en leur donnant des certificats, et c'est également téléchargeable sur le site web. Et enfin, j'ai parlé de éducation financière, et là, on a développé de cartes conseils en éducation financière. On a travaillé avec le RPGV également pour avoir ces cartes conseils-là en éducation financière qui permettent aux membres du VSLA de bien gérer leurs ressources financières à leur niveau, que ce soit leur budget, leur épargne, ou encore comment faire pour avoir accès au crédit
comment gérer le prix de leurs produits. Donc, c'est vraiment très intéressant. Cela a déjà été utilisé sur le terrain. Nous vous encourageons encore à voir sur le site web ces ressources-là. D'ici la fin ces ressources seront toujours disponibles sur le site web qui va être disponible en permanence, et on va encore ajouter les ressources qui ne sont pas encore là, si jamais il y a encore quelques ressources qui ne sont pas encore là, mais nous vous encourageons donc à visiter le site web pour ces ressources-là. Donc, voilà pour la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je sais qu'on a vraiment... on a mis en œuvre beaucoup d'activités et on a juste parlé vraiment des approches. On n'est pas entré en détail dans les approches, mais il y a le site web et maintenant on va entrer dans une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions et des réponses, c'est toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Ou est-ce que vous êtes en train de naviguer sur le site web? Si vous avez on est en train aussi de voir aussi la traduction des ressources pour avoir quand même, pour essayer d'avoir autant de ressources disponibles dans les 3 langues si possible. Mais en tout cas, il y en a en malgache, il y en a en français. Je reviens sur le site web au cas où vous avez des questions spécifiques pour la navigation. Oui, nous sommes toujours ouverts pour les feedbacks, hein, que ce soit pour la mise en œuvre. Je pense qu'on est déjà en période de clôture, mais peut-être plutôt considérer les leçons apprises du projet, vraiment pour les projets futurs, et pour également la considération vraiment des leçons apprises. Sinon, si vous avez aussi des commentaires ou des améliorations à proposer sur la façon dont on présente ces outils-là et ces ressources sur le site web, on est vraiment preneur parce que là, on a mis selon notre vision, mais parfois cela ne correspond. Il y a également un onglet ici, un onglet ressources, et vous pouvez voir les documents selon leur type. Donc là, j'ai accédé par rapport à la thématique, la composante changement de comportement, mais si vous voulez voir selon les différents types de ressources, par exemple, vous êtes seulement intéressé par les stratégies, donc vous pouvez cliquer ici et on va uniquement voir les stratégies là. Vous pouvez voir, on va uniquement voir les stratégies. Vous pouvez déjà voir en avant-première du webinaire de demain, par exemple, la stratégie genre et inclusion sociale. Il y a également la stratégie d'engagement, à part les stratégies que j'ai présentées tout à l'heure par rapport au changement de comportement. Donc, il y a plusieurs façons de naviguer dans le site web et on vous encourage vivement à voir. Est-ce que vous pouvez développer sur le AVPSP? Merci, d'accord. Donc, on a une question sur le modèle AVPSP. Donc, quand on parle de AVPSP, c'est surtout en relation avec l'approche avec l'Association villageoise d'épargne de crédit. Pour le modèle de CARE, les agents villageois, ce sont donc les agents qui sont identifiés au niveau de la communauté
au sein des groupes mêmes et qui sont très dynamiques et qui deviennent, on va dire, qui sont formés pour être réplicateurs de l'approche VSLA, même après le retrait du projet. Donc, quand on met en œuvre l'approche VSLA pour assurer la pérennisation, nous formons donc les agents villageois. Et ces agents villageois, ou PSP, c'est Service Private Service Provider, qui est avec le modèle SILC, c'est le même modèle de groupe d'épargne, mais qui est utilisé par le CRS. Mais le principe est le même. Ce sont donc des animateurs qui sont identifiés au niveau communautaire et qui répliquent l'approche au niveau des communautés, même après le retrait du projet. Ces agents-là sont choisis donc parmi les communautés mêmes, ils sont dynamiques, ils sont accompagnés à devenir des professionnels pour la création et l'accompagnement des groupes d'épargne. Donc, c'est ça leur travail. Donc, on a des ressources pour la formation des agents villageois. On a des curriculums de formation. Je vais essayer de voir. Je ne sais pas si cela répond à la question posée. Est-ce que c'est clair? Donc, quand je dis professionnels, cela veut dire qu'ils s'établissent des contrats avec les groupes d'épargne pour l'accompagnement de ces groupes-là et ils sont payés par les groupes d'épargne. Cela constitue encore un défi. Pour le projet RANWASH, nous avons des agents villageois qui ont déjà des contrats avec des groupes d'épargne et qui sont déjà payés, que ce soit en nature ou en espèces par les groupes d'épargne. Par exemple, quand ils forment en éducation financière, par exemple, là, vous avez vu, j'ai présenté les cartes conseils en éducation financière. Ça, ce sont des services qu'ils peuvent proposer aux groupes d'épargne et moyennant donc des petites commissions pour fournir donc ces services-là. Et donc voilà, il y a par exemple principes fondamentaux. On a surtout la formation sur la qualité des groupes, mais on va mettre en ligne également le curriculum de formation des agents villageois, ce qui nous permet donc de former les agents villageois là. Là, on a déjà le FDF pour la formation en éducation financière. Et donc voilà. Vous êtes donc, il y a une question en anglais. Est-ce que le CLTS a été utilisé avec une approche utilisant des subventions? La réponse est non. On a vraiment utilisé l'approche CLTS, on va dire, pure, sans subvention. En matière, toutes nos approches en matière d'assainissement ont été réalisées sans subvention, quand nous avons collaboré, surtout au niveau des ménages. C'est pour ça que nous avons collaboré avec les associations villageoises d'épargne et de crédit pour que les ménages puissent améliorer leurs conditions de vie et peuvent par la suite avoir accès aux produits et services proposés par les maçons locaux. Mais nous avons également soutenu les maçons locaux. Nous avons formé les maçons locaux. Nous avons quand même doté les maçons locaux en matériel et en matériaux, mais nous n'avons pas fourni de subventions au niveau ménage et au niveau communautaire. Ça, c'est vraiment zéro subvention. Et c'est avec cette approche zéro subvention que nous avons obtenu les 85 communes ODF.
Dans la composante engagement du secteur privé, il y a également les ressources relatives aux formations des maçons locaux et aux formations des petits opérateurs privés. Est-ce que cela a été, pour Pedro Emmanuel, est-ce que cela a répondu à la question? Do you have other questions or feedback? Basé sur l'approche que vous utilisez, la question que j'aimerais poser sur comment est-ce que vous engagez les hommes dans ce processus, je sais, ça vient à partir de communes, vous travaillez au niveau des communes, des communautés par exemple. Vous avez dit tout à l'heure, vous travaillez avec une communauté, combien de foyers existent-ils dans cette communauté par exemple? Hello? Hello? OK, merci beaucoup pour la... Désolée, on a des petits soucis techniques. Donc, la question, c'était combien de personnes participaient au déclenchement, n'est-ce pas, au triggering. Donc, on a cela dépend des villages, en fait, mais en général, on fait le déclenchement, il y a deux types de déclenchement que nous avons réalisés. Le déclenchement institutionnel, qui se fait donc au niveau des institutions et qui se fait principalement au niveau de la commune. Et là, cela se fait avec les représentants des différentes institutions. Mais pour le déclenchement communautaire, on déclenche au niveau des villages avec environ 30 jusqu'à 53, à peu près donc le même nombre de ménages ou un peu plus. On a surtout vu que quand c'est des gros villages, c'est mieux de séparer les déclenchements. Donc, pas de déclenchement avec des très grands villages, mais il faut que le nombre de ménages, soit de communautés, de personnes présentes, soit quand même gérable pour la facilitation. Donc, avec une participation, on va dire, de jusqu'à maximum 70 personnes ou une centaine tout au plus. Mais ce qu'on voudrait aussi partager, c'est qu'on a beaucoup d'effets taches d'huile. On n'a pas toujours fait des déclenchements partout. On a surtout choisi les villages stratégiques pour assurer que ces villages déclenchés qui deviennent ODF influencent les autres villages. On a ces informations-là et peut-être que c'est effectivement, c'est très important. On a beaucoup de villages qui sont devenus ODF, non pas suite au processus CLTS, mais avec plutôt à l'issue de taches d'huile venant de villages avoisinants ou venant d'autres approches. Et peut-être aussi pour un peu continuer sur ce point, on a aussi rencontré des défis dans les chefs-lieux de communes. Donc, on parle beaucoup de CLTS dans les petits villages en milieu rural, mais
vraiment, c'est limité dans les chefs-lieux de communes. Je pense que pour les personnes qui sont déjà spécialisées en assainissement, c'est un débat qui est encore d'actualité à Madagascar pour le statut ODF. Mais en tout cas, pour RANWASH, nous avons beaucoup utilisé donc, le marketing de l'assainissement, également avec la collaboration avec la commune, avec les déclenchements institutionnels, mais vraiment, on n'a pas utilisé donc, la TPC au niveau de ces communes à caractère, de ces chefs-lieux de communes à caractère déjà urbain. Et enfin, un dernier point sur cet aspect-là, c'est qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que le projet a progressé dans le temps, qu'il y a de moins en moins de villages, on va dire vierges, à déclencher à Madagascar dans les régions que nous avons, où nous sommes intervenus. Là où on est intervenu, il y a déjà beaucoup de villages qui ont été déclenchés par les autres projets, par les autres anciens projets. Et donc, on a surtout utilisé l'approche de follow-up Mondoon selon les directives de FAA, avec qui nous avons d'ailleurs beaucoup collaboré pour développer notre approche. Mais pour dire donc que c'est la raison pour laquelle on est maintenant en train de vraiment passer le flambeau sur la continuation de l'approche basée sur le marché, étant donné les limites déjà de l'approche ATPC, parce qu'on a beaucoup utilisé le CLTS, il y a beaucoup de villages déclenchés, mais il y a le retour d'AL et le retour de la défécation à l'air libre. Donc, le maintien reste un défi. Toutefois, pour RANWASH, on a quand même un taux sur le résultat de notre système de suivi-évaluation. On a un bon taux de maintien du statut ODF, mais je pense que pour Madagascar, cela reste un défi et cela, c'est l'importance de la continuation des réflexions sur l'approche basée sur le marché. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, la question par rapport à engagement? En ce qui concerne engagement, ma question était pendant les déclenchements, comment est-ce que les hommes s'engagent en ce qui concerne l'aspect de durabilité des activités, comment est-ce que, quelles sont les formes d'engagement de ces hommes et quel type d'approches ont été mises en œuvre pour ces activités-là? Pour l'engagement des hommes, spécifique à l'approche CLTS, pendant la formation, vraiment, je pense que c'est un des principes que nous avons mis en œuvre, c'est que il faut assurer d'abord pour le déclenchement, il faut assurer la présence de tout le monde. Et il y a toujours ce que l'on appelle le pré-déclenchement, le pre-triggering. Et pendant le processus de pré-déclenchement, donc, il y a le technicien accompagnateur qui vient, qui visite le village et essaie de comprendre et discute avec les autorités locales et les autorités traditionnelles quel est le moment le plus propice pour assurer la présence de tout le monde. Et donc, cela se fait sur rendez-vous, même si la venue de l'équipe de déclenchement se fait toujours par surprise pour les communautés, mais néanmoins, il faut toujours assurer l'effet de surprise, mais en même temps, cela doit être un rendez-vous convenu. Et pour partager que pour assurer les déclenchements, il y a les équipes se déplacent par exemple à 5 heures du matin parce que c'est là
que c'est l'heure qui est convenue avec la communauté où tout le monde est disponible. Parce que si l'équipe vient, par exemple, à 10 heures du matin ou à midi, les hommes sont déjà au champ. Ils sont déjà en train de travailler au champ, donc il n'y a que les femmes et les enfants au village, donc ce ne sera pas un bon déclenchement. Donc, ce sont des principes et on a des outils que nous utilisons dans notre système de suivi-évaluation et je vous encourage également à assister au webinaire de vendredi à 17h, vendredi prochain à 17h, qui va présenter le système de suivi-évaluation du projet avec les différents outils qu'on a utilisés pour assurer la collecte de données. Et avec les outils-là, on a des fiches de collecte. Par exemple, pour le CLTS, on a des fiches spécifiques donc pour assurer la qualité des déclenchements, des pré-déclenchements et donc pour assurer donc, cet engagement de tout le monde et l'engagement des hommes. Je pense que le moment est vraiment très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a aussi un outil spécifique engagement des hommes qui va être un peu présenté un peu plus en détail demain pour le webinaire relatif au genre et inclusion sociale. Est-ce que c'est clair? So I thank you. Merci beaucoup, vous avez bien répondu à la question. Merci beaucoup de votre participation. De rien. Ah, voilà. OK. Donc, quand on parle de l'approche BCD, c'est Behavior Change Design. Donc, c'est une approche, on parle concentrée sur un design concentré sur le comportement. Donc, il faut bien comprendre le comportement. C'est quoi le comportement étudié et que l'on voudrait adresser? Et j'ai parlé tout à l'heure des différents déterminants. Donc, l'approche BCD, il y a 5 étapes essentielles et là, on les appelle l'approche ABCDE. Je vais peut-être un peu ouvrir un document sur le site web qui nous permet de faciliter un peu quel document est-ce que vous allez ouvrir si vous voulez un peu plus apprendre sur cette approche-là. Donc, je vous encourage à lire parce que ce document-là que vous voyez, bon, c'est encore en anglais, effectivement, mais l'approche BCD, donc c'est vraiment pour comprendre le comportement et pour adresser les différents déterminants de comportement. Donc, il y a 5 étapes A, B, C, D, E. A, c'est assess. Donc, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure, bien comprendre, voir quels sont les déterminants selon les 3 catégories, individuelles, sociales et la scène où on met en œuvre le comportement. Le B, c'est de voir qu'est-ce qu'on sait, c'est le build. Donc, le B, c'est qu'est-ce qu'on sait déjà sur le comportement. Donc, ce comportement-là, est-ce que nous savons quel est le déterminant qui influence le plus sur ce comportement-là? Est-ce que c'est l'estime de soi? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est la compétence qui influence le plus le comportement? Est-ce que c'est les ressources? Est-ce que c'est parce que, par exemple, quand on dit souvent, on oublie l'oubli,
pourquoi est-ce que vous ne vous lavez pas les mains sur vous ne vous lavez pas les mains avec du savon? C'est tout simplement parce que j'oublie. Et donc, l'oubli, c'est ça ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, mais c'est parce qu'on a oublié de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on oublie? C'est parce que ce n'est pas visible tout le temps. C'est difficile. Par exemple, moi, quand je sors d'un bus, une station de lavage des mains n'est pas toujours disponible immédiatement. Il faut que j'aille chercher partout. Donc là, donc il faut d'abord comprendre, au lieu de dire tout le temps aux gens, allez vous laver les mains parce que c'est important. Il faut d'abord comprendre pourquoi. Et là, on sait que l'oubli est donc le facteur le plus important. Et donc, c'est dans l'étape build ou construire que l'on comprend le plus à travers les déterminants là. La troisième étape, ici, c'est la création. Donc, à travers la création, c'est là où on essaie de lier donc les approches, les activités avec les déterminants. Par exemple, si on dit que c'est l'oubli qui est le facteur le plus significatif pour le lavage des mains avec du savon, il faut donc qu'il y ait que la station de lavage des mains avec du savon soit partout. Et ça, c'est un peu l'approche de le new normal que l'un de nos collaborateurs, HappyTap, promeut en ce moment-là. Le new normal, le nouveau normal, c'est qu'il faut que les stations de lavage de main soient partout. Ce n'est pas une seule station de lavage de main. Il faut que ça soit visible, par exemple, par les yeux, à 10 mètres, pour permettre aux gens donc, de se rappeler. Quand nous accompagnons les ménages, on encourage les ménages, on regarde au sein du ménage où sont les dispositifs de lavage de main. Souvent, les dispositifs de lavage de main se trouvent près des latrines, mais il n'y a pas de dispositif de lavage des mains près de là où on cuit les aliments. Donc, il faut encourager les ménages à avoir à la fois au niveau des latrines, mais également à avoir au niveau de la cuisine, là où on cuit les aliments, et même là où on entre dans la maison, il faut que ça soit visible partout. Donc ça, c'est la modification donc, de l'environnement. Et donc, il faut lier les activités. Ça, c'est la phase C, Create, de l'approche PCD, où il faut vraiment adresser les déterminants spécifiques. Ce qui se passe souvent quand on n'utilise pas l'approche PCD, on se dit, on va faire une stratégie de changement de comportement. Allez, il faut on va concevoir des posters. Il faut sensibiliser les gens. Ça, ce n'est pas l'approche PCD. Si vous commencez par le design de posters, vous n'utilisez pas l'approche PCD. Il faut d'abord bien comprendre les déterminants. Qu'est-ce qui influence, quel est le facteur le plus important qui influence ce comportement-là. Et le D, ABCD, c'est le design. Donc, le design vraiment du paquet d'activités. Et le E, ABCDE, c'est l'évaluation. On évalue, on met en œuvre le pilote, puis on évalue. Et si cela ne marche pas, on retouche encore, on remet et on réévalue. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le test d'évaluation ici. Est-ce que c'est un peu plus clair? Je vous encourage à visiter les recherches avec LSHTN et on va également mettre peut-être d'autres ressources sur l'approche PCD. Donc, nous vous remercions. S'il n'y a plus de questions, nous vous remercions beaucoup pour votre participation et votre intérêt.